Bon, j'ai hésité à en parler au début parce qu'en fait, cette affaire, je me suis exprimé dessus et je trouvais que c'était normal de donner un petit peu le droit de réponse à Léo Grasset, puisque il en a fait un, il a fait une vidéo sur YouTube pour expliquer un petit peu sa version des faits, et je trouvais un petit peu sa justice finalement de lui permettre d'avoir ce droit de réponse et donc d'en parler. Sauf que pour être franc et pour être honnête, il y en a qui l'ont déjà fait en fait, et qui ont regardé juste sa vidéo et qui l'ont analysé. Je pense notamment à Psychodélique. Et en fait, je voyais pas trop quoi ajouter, et j'avais pas l'impression d'avoir des éléments supplémentaires à ajouter, quoi. Ça devenait juste du visionnage de vidéos, et dans ce cas-là, autant vous partager juste la vidéo et basta, quoi. Je voyais vraiment pas l'intérêt de juste remontrer toute la vidéo et dire, bah voilà, on a ça. Parce que au final, cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent, et pour moi, elle laisse toujours beaucoup de questions, même si elle donne de potentiels doutes sur les faits. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo sur cette vidéo. J'avais pas non plus envie de surfer, et justement, en voyant la vidéo et en voyant que l'affaire se complexifiait, j'avais pas envie de rajouter une couche supplémentaire pour rien. Disons ça comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, suite à cette vidéo, en fait, enfin c'est même pas suite à cette vidéo, ce serait malhonnête de le dire, visiblement, Mediapart a sorti de nouvelles révélations concernant cette affaire, et c'est même pas ça qu'on va lire. On va lire surtout le droit de réponse de Mediapart sur l'accusation finalement de Léo Grasset concernant son article, et finalement le traitant d'article de torchon un petit peu, hein, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est un petit peu sous-entendu. On va plutôt lire ça, je trouve ça intéressant, je ne l'ai pas encore lu, donc on va faire un espèce de react aussi, voilà, je réagirai en même temps que je lis l'article. Et avant ça, évidemment, on va quand même regarder son droit de réponse, je vais repasser vite fait dessus, pour revenir un petit peu sur l'affaire, et vous résumer un petit peu ce qu'il a dit dans son droit de réponse. Bref, c'est parti. Alors, avant tout ça, c'est vrai, pardon, excusez-moi, avant tout ça, petit résumé de l'affaire pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi. Il y a des vidéos, il y a deux autres vidéos sur le sujet, je crois, sur ma chaîne. Donc Léo Grasset a été accusé par des youtubeuses, en l'occurrence, de comportement sexiste ou de harcèlement sexuel. Et il y en a une en particulier qui l'accuse de viol, et qui, après publication de l'article sur Mediapart, a porté plainte à la police. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le cas. Donc, Mediapart publie un article avec en effet donc plusieurs youtubeuses qui témoignent de ces comportements problématiques envers le youtubeur. Mais justement, si je me souviens bien de la vidéo, j'avoue que je n'ai pas revu ma vidéo, mais si je me souviens bien, comme je le dis, finalement, il y a des problèmes peut-être éthiques, effectivement, dans la manière dont il est. Peut-être aussi qu'il y a des problèmes de harcèlement, etc. Mais on va dire que le plus grave, effectivement, c'est le viol. Et le viol, à part, pour le moment, on avait parole contre parole, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, maintenant, la question, c'était est-ce qu'on accepte qu'une personne avec une telle éthique fasse quand même des vidéos ou non? Et j'avais avancé que bah, c'était finalement un choix qui revenait à chacun, un petit peu à la manière, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste, etc. Des vidéos aussi d'un sujet que j'ai déjà traité. Mais là maintenant, on a donc je vais faire dans l'ordre, hein, la réponse de Léo Grasset, qui s'est tue quand même pendant 5 mois sur tout ce sujet. Et en fait, alors qu'au premier visionnage, parce que je l'ai revu du coup juste avant de faire cette vidéo, au premier visionnage, en regardant aussi la vidéo de Psychodélique justement sur le sujet, bah c'est vrai que j'étais justement un petit peu divisé. J'étais en mode oui, en même temps, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est assez troublant. On peut pas, voilà, on peut pas garantir que ce qu'il dit est vrai, mais on peut pas non plus totalement juste démentir tout ce qu'il raconte. Mais là, en la revoyant, il y a quand même deux trois trucs qui me chipotent un peu en fait après coup. Et je vais pas vous mentir, on va repasser vite fait. Alors voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu ce dont il parle, etc. Donc il fait déjà, voilà, le plan est assez simple, hein. Attendez, je vais me mettre comme ça, hop.
Donc le plan est assez simple, hein, y a rien à dire, c'est sobre, il n'y a pas de musique triste et tout, franchement, voilà. Je vais le dire quand même, mais c'est extrêmement maîtrisé hein, sur la forme. Pour moi, justement, je vais le dire, c'est ça la complexité quand c'est très bien fait, c'est que c'est impossible. C'est impossible de dire si voilà, c'est un manipulateur sournois qui du coup maîtrise juste la com et donc se défend, ou si vraiment c'est juste quelqu'un de sincère qui se défend, qui a écrit un texte, qui a rassemblé ses preuves et qui les présente, vous voyez. Et vraiment, je vous invite à cette prudence quand même, parce que je vous le dis, la communication, c'est parfois pas si compliqué. Et on peut aussi se permettre de tordre parfois la réalité pour que ce soit, qu'elle convienne à notre narratif, d'accord. Attention, je ne l'accuse pas de le faire, vraiment, c'est pour ça que je vous dis restez prudent. Je vous dis juste que la preuve de son format vidéo n'est pas une preuve, justement. Il peut être parce qu'il maîtrise la vidéo, il maîtrise la com, et donc il faut voilà, il faut pas en tirer, on peut pas tirer de conclusion de la manière dont il l'a fait. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'en tout cas, il grossit pas le trait, qu'en tout cas, sa vidéo est quand même, il y a des aspects de la vidéo qui sont quand même très franchement très bien fait, notamment, voilà, il essaye d'être nuancé, comme il le dit, et alors qu'il il est capable d'admettre des torts tout en étant, je vais dire justement, en quelque sorte, parfois équilibré. Mais malgré tout, moi, il y a quelques petites infos qui m'intriguent. Donc déjà, principalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo se base à peu près en 3 parties. La première, qui est le démontage de preuves de l'article, surtout autour de ce qui s'est passé avec Lisa, hein, donc une de ses victimes, celle qui l'a accusée de viol. Une seconde partie où il va parler de toute sa phase Arte, et notamment le Vortex. Et la troisième où en fait, il va parler plus généralement de sa vie et dire pourquoi est-ce qu'en fait sa vie a pu foirer, d'accord. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir vite fait sur la vidéo pour vous dire quand même que voilà, c'est pas juste un récit, il montre quand même des choses, il montre des captures d'écran comme on peut voir, il reprend alors je vais essayer de retomber dessus évidemment, il reprend des moments de l'article si j'arrive à tomber dessus. Je vais pas y arriver. Non, ça va être horrible. Il reprend des passages de l'article, voilà, où il les prend point par point, il donne sa vision et il donne le contexte. Donc parfois, voilà, justement, il prend effectivement des messages et il remet dans le contexte par rapport à ce qu'il a dit, il reprend les archives, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette vidéo, c'est que, donc, il parle déjà que de Lisa. Alors, il revient un petit peu après sur les autres victimes, mais c'est vrai que, en fait, du coup, il occulte un petit peu le côté... en fait, il occulte un petit peu les réactions qu'il a pu avoir concernant d'autres accusations, et effectivement, Psychodélique le soulignait très bien dans sa vidéo, le fait que, bah, il a quand même dit à une meuf, t'es qu'un sac à... T'es qu'un sac à je sais pas si je peux le dire sur YouTube. Bon, voilà, t'es moins... Enfin, voilà, la traiter un peu comme une merde. Et ça, forcément, c'est dérangeant. C'est dérangeant qu'ils reviennent pas sur ces points parce qu'on ne sait pas si du coup c'est arrivé ou pas, on ne sait pas si du coup c'est une manière pour lui d'occulter, de dire oui c'est arrivé et j'ai été con mais voilà, parce que vous savez en justice c'est ça qui est très compliqué aussi. Pour ça que je vais être assez avec pas mal de warning en fait en parlant de cette vidéo-ci. Parce qu'effectivement, c'est vrai, et en faveur, je veux dire, de Léo Grasset, parce qu'en réalité, les procédures en justice, je sais que c'est extrêmement compliqué, parce qu'on ne peut pas forcément dire la vérité. Voilà. On ne peut pas forcément, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous accuse d'avoir commis un crime, et notamment, par exemple, du harcèlement ou un viol, etc., je sais que, effectivement... En fait, tu peux pas répondre, en fait, tu peux pas, par exemple, contacter la victime et lui dire, bah, écoute, je suis désolé que t'aies ressenti ça, par exemple. Tu peux pas ça. Ça risque de te foutre de la merde pénalement. Or, c'est évidemment tout ce que tu veux éviter, surtout si tu es innocent. Donc, je dois admettre que, voilà, par exemple, ces avocats qui lui disent, alors, je ne sais pas si c'était vraiment judicieux de ne pas répondre à l'article. Je suis pas, évidemment, avocat, donc, mais maintenant, les avocats, évidemment... il voit le droit comme il est, il le voit techniquement. Maintenant, il y a aussi la communication derrière, et Dirty Biology, c'est aussi, je vais dire, une personnalité publique. Et je ne suis vraiment pas sûr que ça ait été 100% judicieux de ne pas du tout répondre à l'article. Je me demande s'il n'aurait pas mieux fait, accompagné de ses avocats,
de répondre à l'article. Mais voilà, je n'ai pas d'avis dessus, je pourrais pas y répondre, et je pense que même il y a des avocats qui auraient peut-être dit oui et des avocats qui auraient dit non. C'est très complexe. Vraiment, la justice, pour ça, c'est très complexe. Il le dit lui-même dans sa vidéo, la justice est très lente et en plus très complexe. Donc malheureusement, il faut être patient, et ça c'est une réalité. Mais donc, effectivement, il parle beaucoup de Lisa, il remet dans le contexte, etc. Mais en fait, quand il montre ses messages, et je vais essayer de retomber sur l'un d'entre eux, hein, en fait, ce qui est assez, je trouve, troublant, c'est qu'en fait, il les met pas en... Comment? Il met pas le contexte, en fait. Il met le contexte que lui choisit, en fait. Et notamment, il y a des messages qu'il reprend, et là où il se fait notamment traiter, voilà, là où il parle de fuckboy, etc., ici. Et en fait, on voit pas à quoi il répond, je trouve. Alors, je sais pas, hein, peut-être que c'est rien du tout, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, hein, peut-être que ça n'avait... voilà, peut-être que... Enfin, je sais pas, moi, il y a un truc quand même, je trouve que c'est un peu spécial. En message, dit comme ça, moi je comprends qu'on ait pu le comprendre autrement, je comprends que ça a pu être compris autrement, vous voyez. Est-ce que maintenant, voilà, je ne sais pas, maintenant, évidemment, il a pris des captures, et difficile de savoir ce qui s'est passé avant ou après. Mais encore une fois, voilà, ça veut pas dire qu'il est coupable, ni qu'il est innocent, évidemment. Pour moi, ça veut juste dire qu'effectivement, il présente sa narration, et qu'il présente des preuves qui vont effectivement dans le sens de sa narration. Et effectivement, au moins, ici, on voit la manière dont c'est dit, on voit sa manière notamment d'écrire, on voit sa manière de parler, etc. Et on peut constater qu'effectivement, il doit y avoir dans cette histoire une part quand même de vérité, et on reviendra un petit peu à la fin, mais notamment dans sa manière où il dit qu'il a fait voilà, que dans ses relations, il a pu faire des conneries, etc. On peut effectivement, enfin moi je peux concevoir qu'effectivement il a pu, voilà, ça peut être que il a une manière de s'exprimer un peu particulière, il est un peu, voilà, on va dire, il est un peu spécial, sans évidemment aucune connotation. Donc, mais c'est vrai que, évidemment, on aurait voulu avoir plus de contexte, on aurait voulu voir dans quel cadre cette conversation se déroulait, etc. Maintenant, encore une fois, je comprends qu'il n'ait pas forcément tout mis, parce qu'il y a des questions légales derrière, il y a des questions... Enfin voilà, c'est tellement complexe. Donc je vais dire... C'est pour ça, vous voyez pourquoi je voulais pas faire de vidéo sur sa vidéo, parce qu'on est déjà à un quart d'heure, et vous voyez comme c'est complexe en fait, parce que pour moi, tout ce qui l'amène montre qu'on peut avoir un doute, mais pour moi, ça ne... Voilà, ça ne le rend pas innocent pour autant, ni ça le fout dans la sauce. Et donc, ça c'est un petit peu pour les passages, j'ai pas vraiment beaucoup plus à dire, hein. C'est juste qu'effectivement il parle aussi, par exemple, moi il y a un côté où pour moi il est passé à côté de l'article, c'est que, donc, il critique le fait que Mediapart ait utilisé des experts, en fait, j'allais mettre des guillemets mais non, des experts pour appuyer leurs propos et pour donner un espèce d'argument d'autorité, et voilà, et ça par exemple ça me dérange parce que, regardez même la phrase qu'il a mis en évidence. Donc, d'après ces récits, je lis la phrase, hein, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, serait coutumier de relations virtuelles très intenses, passant par l'envoi de très nombreux messages sur une courte période, ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour, qui peut créer une dépendance affective très forte et submergée d'émotions, celui ou celle qui les reçoit, indiquent les travaux de Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, spécialistes de violence conjugale. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire qu'en fait, les journalistes se sont basés sur les travaux de Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent pour utiliser les termes qu'ils ont utilisés, en fait. Donc pour parler de love bombing, ces mots ne sortent pas de nulle part, ils viennent notamment des travaux de machin. Mais c'est pas un argument d'autorité, c'est juste une manière de savoir où Mediapart a été pioché ces mots, en fait. Et encore une fois, par exemple, il parle du fait qu'il souligne toujours qu'il n'a pas souhaité répondre, et il voit ça un petit peu comme une attaque à lui, et comme un sous-entendu de « Ah, regardez, il est coupable, il n'a pas souhaité répondre ». Personnellement, moi, dans l'article, je trouve que c'est essentiel de répéter qu'il n'a pas souhaité répondre, parce que justement, c'est comme ça qu'on sait aussi qu'il faut être prudent avec les informations. Il n'a pas souhaité répondre ne signifie pas « Oh bah je suis coupable ». Bien sûr que non. Il n'a pas souhaité répondre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà,
eux, les journalistes, ont collecté des éléments qui vont dans ce sens. Ils ont voulu les présenter à Léo Grasset, mais il n'a pas souhaité répondre. Et c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, simplement, il a usé de son droit au silence, qui est un droit de tout le monde, et je pense même dans les médias, ça j'avoue que je ne sais pas, mais je pense que tu peux refuser, tu ne peux pas être obligé, ça m'étonnerait que tu doives être obligé de répondre. Mais donc en fait, pour moi, c'est l'élément qui est important, et je pense que c'est pour ça qu'il le martèle. Moi, c'était ma vision quand j'ai lu l'article, c'est surtout que s'il n'a pas souhaité répondre, c'est parce qu'il s'est mis en sécurité, peut-être, parce que... alors oui, une possibilité, c'est que peut-être parce qu'il est coupable, mais ça peut être aussi parce que, justement, comme il sait que légalement c'est très compliqué, il n'a pas voulu se mettre dans la sauce. En plus, il l'avait précisé, ça, sur sa propre page. D'ailleurs, il aurait pu juste répondre ça, Et d'ailleurs, c'est précisé, je pense, dans l'article, parce que je crois qu'il a répondu ça. Il a peut-être aussi qu'il qu'il nie les faits, et que donc, pour lui, ça n'a pas d'intérêt de répondre. Enfin, ça peut être un milliard d'excuses, mais c'est important de savoir que, justement, les journalistes ont voulu lui poser la question, mais qu'il n'a pas voulu y répondre. Parce que ça permet aussi aux journalistes de dire... Nous, on fait pas ça dans son dos, on l'accuse pas de choses que, surtout, on voulait pas qu'il soit au courant. Non, c'est dit, évidemment, et ça a été avancé par ces journalistes auprès de Léo Grasset, mais il n'a pas souhaité répondre. Alors, voilà, Léo Grasset dit lui-même qu'il n'a pas reçu la liste des questions, etc. Donc ça, je peux encore comprendre, éventuellement, qu'ils se disent « Ah ben, ouais, enfin bon, moi on m'a pas posé cette question-là, moi j'ai juste pas souhaité répondre, ils m'ont pas dit Ah, est-ce que vous avez fait du love bombing ?» Et j'ai fait « Je n'ai pas souhaité répondre. » Mais d'un autre côté, voilà, il a dit « Je ne souhaite pas répondre à vos questions », c'est « Je ne souhaite pas répondre à vos questions ». Donc ni recevoir la liste, ni voilà. Il aurait pu peut-être dire J'aimerais recevoir vos questions, mais je ne souhaite pas y répondre, par exemple. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Enfin bon, voilà, c'est pour ça que je suis aussi pas convaincu du fait de ne pas avoir répondu du tout aux questions. Je pense que par exemple, ça aurait été effectivement, je pense, intéressant de quand même accepter au moins de recevoir les questions et puis de voir s'il voulait les répondre plus tard ou pas. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste, et ce n'est que mon avis en tant que personne dans le milieu du droit, donc voilà, si ça se trouve, les avocats ont fait un super bon boulot, et c'était absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'absolument, il fallait la fermer, et surtout ne rien dire. J'en ai aucune idée. Si vous êtes évidemment juriste, avec plaisir, que nous aurons, à mon avis, vous aurez le droit peut-être, s'occupera de répondre à cette question. Après, en fait, donc ça, c'est un peu sur les deux éléments principaux qui m'ont un petit peu trigger. Après, concernant Arte, en fait, j'avoue que, bon, pareil, en fait, et c'est pour ça que j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses, alors, encore une fois, ça n'accuse en rien lui, je le dis quand même, je ne... Là, pour cette vidéo, moi, justement, je traite que la vidéo pour le moment. Après, on va voir les autres articles qui sont pour moi plus à charge. Mais ici, dans la vidéo, en fait, il n'y a rien qui permet de l'accuser ou de lui reprocher quoi que ce soit. Parce que effectivement, c'est facile ici extérieurement de dire il aurait dû faire ça, il aurait pas dû faire ça, etc. Alors que lui, il est dedans, il est le nez collé à ses accusations, et qu'on soit coupable ou innocent, c'est pas facile de toute manière. Donc voilà, c'est trop facile, je vais dire comme ça. Ce serait trop facile de dire il est coupable parce qu'il a pas, il a laissé des éléments qui sont sans réponse. C'est trop facile. Donc forcément, évidemment, j'insiste. Sa vidéo, ne permet ni de l'innocenter ni de l'accuser. Mais cependant, voilà, il y a quand même des éléments qui posent des questions, et c'est pour ça que je me permets de les dire, et notamment l'élément où il parle de Arte, et où il dit finalement que dans l'article, Arte, et notamment il pose la question au producteur d'Arte, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est dans le milieu d'Internet et de la vidéo sur Internet depuis très longtemps, et en fait, qui ne l'a vu que pour le tournage, et puis, alors je ne sais plus exactement comment sont tournées les phrases, mais qui l'a vu que pour le tournage, et puis après, ça s'est arrêté, et que notamment, il y a Arte qui dit, effectivement, il n'était pas professionnel. Lui, il estime que ça renforce l'idée que, que Mediapart montre que, sur tous les aspects de sa vie, ça a foiré.
Moi, je suis absolument pas d'accord, parce que justement, je trouvais ça intéressant de voir, en fait, parce que le producteur d'Arte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, j'ai pas été témoin de ces choses-là, et je n'ai pas vu de comportement problématique. Et pour moi, le producteur de l'émission Le Vortex, en fait, est plutôt... Alors, je vais pas dire de son côté non plus, parce que justement, il dit qu'il ne sait pas. Mais en tout cas, il met une certaine nuance où il dit, moi, j'ai travaillé avec lui, et j'ai pas vu de problème. Pareil, qu'est-ce qu'ils disent Arte? Ils disent pas ah ben si on l'a viré parce que c'était un un criminel. Ils disent il a eu et on le trouvait pas assez professionnel. Mais ça veut rien dire ça. Enfin justement. Et là donc il nous explique toute la voilà tous les détails finalement de ce que signifie ce nom professionnel. Et là c'est totalement possible. J'en sais rien du tout. Enfin au final j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu. Même lui il le dit hein, que c'est un peu hors sujet. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai l'impression que justement il a mal interprété ça. Pour moi c'était vraiment justement... ça n'a pas forcément de lien, ce qui s'est passé, son licenciement au Vortex, ou enfin son écartement du Vortex, n'a pas forcément de lien avec tout ce qui s'est passé et toutes les histoires. Même au contraire, justement, le producteur qui était présent lors des enregistrements, lui, n'a pas vu de problème. Et donc, ça remet justement en question, on va dire, dans un sens, puisque du coup, si lui, il n'a pas vu de problème, ça veut dire que peut-être qu'il n'y en avait pas. Bref, donc je suis vraiment pas convaincu et je me demande pourquoi est-ce que lui, il a pris comme ça. Est-ce que, voilà, encore une fois, mais alors, encore une fois, ça peut être parce qu'il est coupable, comme ça peut être parce que simplement, évidemment, c'est un article à charge, un article où on l'accuse de choses très graves, et donc forcément, ça doit pas être, voilà, tu le prends pas bien et ça doit pas être facile. Donc ça c'est pour la partie Arte, et on finit évidemment avec sur la partie, je vous invite évidemment à regarder la vidéo en entier hein, et à regarder les détails de la vidéo, de ce qu'il dit, etc. pour faire une opinion même sur ce que je dis. Mais on termine sur le fait qu'il reconnaît qu'il a eu des comportements problématiques, parfois dans son entourage, qu'il a trompé, mais encore une fois, tromper, c'est moralement pas bien, éthiquement peut-être pas bien, et encore, ça dépend, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent, de polyamour, etc. Enfin, il y a tellement des délires que, bon, voilà, on va dire c'est pas si simple, qu'il a trompé, qu'il a menti, qu'il a machin, mais ce sont des choses, au final, effectivement, qui ne sont pas pénalement répréhensibles, et qui viennent plus de la morale, et d'éventuellement de l'éthique qu'autre chose. Bon. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il reconnaît qu'il n'a pas eu une vie très stable. Il reconnaît lui-même que... bon, alors si j'ai bien compris, qu'il a eu une relation pendant 10 ans, stable, et puis qu'après, voilà, il a été un peu voir partout. Et du coup, et en fait, il y a quand même la question de... Justement, de... Qu'est-ce qui... Enfin... Parce que, en fait... Je pense que cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une hypothèse aussi que beaucoup de gens oublient, je pense. C'est que si ça se trouve, dans un certain sens, quand on entend sa vidéo, Léo Grasset est peut-être juste un être humain. Et j'ai l'impression que parfois les gens ont tendance à oublier ça, que les êtres humains, nous tous, hein, tous, autant que nous sommes, on peut parfois avoir l'impression de rien faire de mal, et même encore après coup, alors qu'en réalité, on a fait des choses très graves. Et ça, c'est comme ça. C'est être humain. Et donc, on ne peut pas juste se fier sur Léo Grasset qui nous dit « J'ai fait des trucs qui étaient pas bien, mais quand même pas pénalement répréhensibles. » Malheureusement, c'est trop peu pour s'y fier. Voilà. Parce que, effectivement, c'est un avis subjectif, et en toute objectivité, évidemment qu'on ne peut pas juste... Regardez son témoignage, on doit le prendre en considération, évidemment, mais on ne peut pas le prendre tel quel et se dire « Ah ben tiens, il a admis que parfois il avait fait des erreurs, donc c'est bon, c'est qu'il ne doit pas mentir. » Donc ça, c'est un petit peu tous les éléments que j'avais envie de dire sur la vidéo de Léo Grasset. Cependant, entre-temps, il y a eu d'autres articles et d'autres révélations, comme je vous le disais, et donc on va passer à un peu la seconde partie... le second acte de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel article qui est sorti sur Mediapart, hein, et notamment avec ce gros titre, le youtubeur Léo Grasset visé par une enquête préliminaire pour viol. Selon nos informations, une étudiante a déposé plainte à Paris.
Elle accuse de viol le célèbre vulgarisateur scientifique et youtubeur, déjà visé par une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel. Ah, pardon, excusez-moi. Effectivement, donc la première, voilà, je me rectifie, hein, toutes mes excuses. Mais effectivement, la première victime n'a pas porté plainte pour viol, c'est une autre victime qui a porté plainte pour harcèlement sexuel. De nouveaux témoignages font état de problèmes de respect du consentement, mais également d'emprise. Et donc, pour vous résumer vite fait cet article, parce qu'évidemment il est payant, donc je ne vais pas, vous le dévoiler comme ça en entier. Je vous invite évidemment à vous abonner chez Mediapart. Mais donc cet article revient avec des éléments qui sont très intéressants. Parce que notamment là où Léo Grasset avait en partie un peu raison, c'est que YouTube c'est un tout petit milieu et parfois il peut être très difficile de savoir, on l'a vu notamment avec l'affaire des Voxmakers, des Vox menteurs, etc. Là, on a vu que effectivement parfois il y a des gens qui se regroupent et parfois pour diffamer d'autres personnes et surtout ces personnes si elles se connaissent, ça peut créer de gros problèmes. Alors autant les Voxmakers se connaissaient très bien, autant c'est vrai qu'on ne connaît pas les rapports qu'ont ces personnes dans la vulgarisation scientifique. On ne sait pas si elles se connaissent simplement de vue ou si elles se connaissent de long et en large. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ça qui est compliqué, c'est que quand Léo Grasset dit toutes ces personnes ont un lien, toutes ces personnes se connaissent, oui. Maintenant, on ne sait pas à quel degré, quoi, vous voyez ? C'est pas suffisant de dire elles se connaissent parce qu'il faut qu'elles se connaissent quand même assez bien pour que simplement elles aient toutes, parce que je crois qu'en plus elles étaient 8, donc il faut quand même que les liens soient assez forts, mais son argument n'est pas invalidé pour autant. C'est vrai que, voilà, elles se connaissent. C'est un milieu très petit, on le sait tous, et c'est vrai qu'elles peuvent effectivement s'être influencées les unes les autres sans le savoir. Même sans le savoir. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point parce que je pense qu'on sous-estime parfois que la malveillance n'est pas forcément là, et qu'il y a plein de gens qui font même des choses horribles ou des choses terribles, mais simplement par erreur humaine. Bon, après, quand ça devient horrible, effectivement, on peut se poser la question à quel point est-ce que c'est une erreur ou non, mais certains sont persuadés qu'ils font le bien tout en faisant des choses terribles. Bref, je vous résume l'article. En très gros, il y a une jeune femme qui, lors d'une soirée un peu alcoolisée où elle rencontrait Léo Grasset, s'est vue raccompagnée, donc c'est ce qu'elle explique, hein, avec Léo Grasset par un taxi à son appartement, son hôtel, je sais plus, dans lequel ils ont dormi ensemble, et en fait, elle, de base, voulait rentrer chez elle, mais elle était trop saoule et n'a pas pu refuser, en fait, quand apparemment Léo Grasset lui aurait dit « Mais t'inquiète, je prends un taxi, on te ramène chez toi », et en fait, il l'a ramené chez lui, il l'a ramené chez lui, c'est ça. Et au final, il l'aurait pénétré avec... pardon, je suis désolé, hein, attention, ça va devenir un petit peu glauque, hein, pour ceux qui sont pas prêts, mais il l'aurait pénétré avec ses doigts. Quand elle s'est réveillée, c'est ce qu'elle a senti. Et puis ensuite, il a couché avec elle. Et elle dit que sous le coup du choc, elle n'avait pas su dire non. Et tout ce qu'elle a su sortir, c'est est-ce que au moins tu te protèges ? Il aurait dit oui. Et en fait, il ne l'aurait pas fait. Et alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'elle en a parlé le lendemain à son entourage, qu'elle n'a a priori aucun rapport avec les autres victimes, et qu'elle en a parlé, elle avait un copain à l'époque, je crois, ou alors c'est par après coup, elle en a parlé plusieurs fois à son copain, et c'est elle qui a porté plainte aujourd'hui pour viol. Alors je dis aujourd'hui, mais c'était le 25 novembre, donc il y a 5 jours. Et en fait, elle en a parlé à son entourage, elle a été traumatisée, mais du coup, elle a des psychologues qui peuvent attester du trauma qu'elle a subi. Elle a aussi des témoignages, des messages qu'elle a envoyés à ses amis le lendemain où ça s'est produit, où elle en parlait de ça. Et donc là, ça devient la merde. Parce que c'est plus du parole contre parole, c'est plus juste quelqu'un, hop là, qui invente une histoire comme ça. C'est que forcément, oui, vous savez, on peut
On peut arnaquer une fois une personne, mais pas 1000 fois 1000 personnes. Non, attendez. Pardon, excusez-moi, mais il faut un petit peu alléger tout ça. Mais donc, effectivement, donc, en fait, le fait est que là, on arrive à une personne qui n'avait pas de lien avec les autres et qui l'accuse de viol, avec en plus plusieurs personnes qui peuvent témoigner que ça fait depuis le début, depuis que c'est arrivé, qu'elle dit quand même que c'est quasiment une agression sexuelle. À côté de ça, dans cet article, il y a d'autres personnes, et c'est là où c'est intéressant, d'autres personnes qui parfois ont encore des liens avec Léo Grasset, des femmes, qui estiment elles aussi que Léo Grasset a déjà, alors c'est ça qu'elles disent, c'est qu'en fait Léo Grasset semblait être le professionnel pour dire t'inquiète pas, je me protège, et puis en fait non, pénétrait sans aucune protection, sans aucun préservatif ni rien. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui témoignent de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a notamment une femme qui a témoigné auprès de Mediapart et qui l'a dit à Léo Grasset qu'elle allait témoigner. Parce qu'elle est encore en contact avec lui. Et pourtant, Léo Grasset lui a dit, en juin apparemment, il avait encore des contacts, et a voulu la contacter encore après la première enquête. Pour parler de tout ça, etc. Et elle ne se plaint de rien, c'est ça que je trouve intéressant, mais elle estime quand même qu'il avait des comportements problématiques. Et du coup, en fait, c'est ça où pour moi, il y a quand même quelque chose d'intriguant, c'est que là, ça commence à faire un peu beaucoup, vous voyez. Moi, je veux bien croire que ça pouvait être... en fait, tu peux être un connard, ok. Mais de là à ce que tout à coup, tout le monde inventerait des histoires comme ça, où en fait tu es dépeint quand même comme quelqu'un qui est hyper instable, qui a joué avec les gens. Parce que vous voyez en fait dans sa vidéo, et c'est pour ça qu'en fait je refais le lien avec sa vidéo, mais à la fin de sa vidéo, il dit lui-même, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs avec des personnes, j'ai blessé des gens, j'ai trompé des gens, etc. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que peut-être que pour lui, ce qu'il a fait n'est pas grave. Ou en tout cas pas si grave. Ou alors qu'il le regrette aussi. Peut-être. C'est tout à fait possible. Mais ça n'enlève pas le fait que ça puisse être grave, en fait. Ça n'enlève pas le fait que, si ça se trouve, il a vraiment violé des femmes, du coup. Et qu'il s'en est juste pas rendu compte sur le moment, et qu'il essaye de faire amende honorable de ça. Les gens évoluent, et c'est possible aussi qu'ils se disent, bah merde, je l'ai fait, mais maintenant ça fait partie de mon passé et j'ai changé. Comme aussi, ça peut être un manipulateur. Comme aussi, ça peut être quelqu'un juste qui est persuadé de rien avoir fait de mal. Et qui se dit, mais non, c'est largement exagéré. Moi, en fait, ça s'est bien passé. Mais là, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de témoignages et ça commence à être un petit peu dérangeant. Avant de passer à la justification de Mediapart, que j'ai oublié de surligner, donc je le ferai en même temps, voilà. J'ai vu beaucoup, encore une fois, de commentaires, et notamment sur Twitter, professionnel pour ça, parlant du fait que des témoignages n'étaient pas une preuve, que c'était parole contre parole, qu'on ne pouvait du coup rien en dire, etc. Et là-dessus, je vais vous parler très honnêtement, cet argument, il peut pas être vrai, il peut pas être toujours vrai. Parce qu'en fait, la justice ne marche pas comme ça, parce que ce n'est pas comme ça même qu'on fait une enquête, c'est pas comme ça non plus qu'on vérifie des faits, en fait. Ce n'est pas en se disant « Ouais, vous savez quoi, un tel dit ça, un autre dit ça, bon ben, personne n'a raison », c'est pas comme ça que ça marche. Alors, autant... En fait, ça ne marche pas toujours comme ça. Pourquoi ? Parce que, évidemment, en fait, il y a toute une série d'éléments qui sont demandés pour qu'une parole soit plus prise en considération qu'une autre. Et en l'occurrence, ici, les témoignages pour accuser de quelqu'un de quelque chose, on se base rarement sur un seul témoignage, au cas où vous ne l'auriez jamais remarqué. C'est souvent, en fait, plusieurs personnes. C'est souvent plusieurs personnes qui témoignent. Et évidemment, on fait normalement, les journalistes, quand ils enquêtent, alors déjà, il y a évidemment, quand on a une enquête journalistique, normalement, on fait confiance aux journalistes. D'ailleurs, rien n'empêche Léo Grasset de porter plainte contre les journalistes pour diffamation, contre le journal Mediapart pour diffamation. Mediapart a été attaqué plein de fois, d'ailleurs, pour diffamation, et il me semble que jusqu'à présent, si je me rappelle bien, ils ont toujours gagné. Donc quand même,
c'est un point important à souligner. Que quand même, ils ont été attaqués. Alors, je sais qu'il y a des affaires, bon, c'est un peu what the fuck, tu dis, les gars, on les a attaqués littéralement juste pour les attaquer. Parce qu'on ne peut pas retirer le fait que Mediapart fait aussi un travail d'enquête parfois génial. Hein. Et d'ailleurs, même Léo Grasset le dit. Donc, si vous aimez Léo Grasset, remettez en cause votre affection pour Mediapart. Mais en tout cas, effectivement, rien n'empêche évidemment Léo Grasset de porter plainte contre Mediapart pour diffamation, et Mediapart de se défendre en montrant les éléments et en faisant un plaidoirie pour expliquer sur quoi il se base pour accuser Léo Grasset de ces faits. Et il me semble, à ma connaissance, qu'il ne l'a pas fait, donc peut-être que c'est aussi parce que ce que Mediapart a traité n'est pas non plus totalement faux. Et que peut-être qu'en diffamation, il perdrait juste... Ou alors, ça peut être aussi, attention, on est d'accord, hein, ou alors ça peut être aussi que simplement, il n'a pas envie de s'embourber dans des procédures infinies pour pas grand-chose, avec des gros guillemets. Hein. Mais donc, il y a quand même cette première chose à prendre en considération, et surtout, donc, comme je le disais, les témoignages, on ne peut pas juste les virer d'une main et dire que, en fait, le témoignage de 10, 15 femmes, je ne sais pas combien elles sont au total, équivaut à la défense d'une personne. Je rappelle que la présomption d'innocence n'est valable qu'en justice, pas dans les débats en fait, pas dans les opinions. On peut avoir une opinion sur quelqu'un, sur quelque chose, à partir du moment où on a des présomptions, à partir du moment où on a des faits tangibles qui vont dans le sens de notre opinion. C'est-à-dire que par exemple ici, avec l'article de Mediapart, nous pouvons effectivement, alors moi comme il le dit, hein, il n'y a pas de harcèlement. Si vous harcelez, vous êtes complètement débile. Je préfère le dire. Vous ne rendez service à personne et vous foutez juste la merde à tout le monde, vraiment. Donc n'allez harceler personne. J'ai envie de dire, laissez faire la justice faire son travail. Et si vous voulez vraiment, je veux dire, que ce soit même hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas d'accord avec Léo Grasset, allez simplement défollow ou simplement même juste des follow, arrêtez de suivre ces personnes-là, d'accord? Ça ne sert à rien d'harceler. Et vraiment, j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça, parce qu'apparemment il a eu même des gens qui lui ont proposé de se tuer, etc. Non, les gars, stop, hein, à un moment donné, il y a quand même un être humain derrière. Et là, même, je veux dire, c'est même pas le seul. Il y a des victimes, etc. Les victimes vous ont jamais demandé de faire justice à leur place, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Par respect pour tout le monde dans cette affaire. Vraiment. Bref, ces parenthèses ayant été faites, on peut pas mettre à la même hauteur, au même poids, 20 personnes, 15 personnes, parce que je crois que jusqu'à présent il y en a plus 15 que 20, ou voilà, 10-15 personnes qui témoignent, avec une personne qui se défend. Pour ça, en plus, il faut regarder le lien entre ces témoignages. Là, tout à coup, on a des personnes qui n'ont pas de lien forcément avec YouTube, qui sont des personnes extérieures à YouTube, qui témoignent. Donc, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Autant, je veux bien... mais même pour ces 8 femmes, hein, les 8 premières femmes qui ont témoigné, c'est aussi très compliqué. Est-ce que vous connaissez les liens qu'elles ont entre elles? Normalement, c'est Mediapart qui doit faire ce travail-là. D'accord? Et Mediapart est censé l'avoir fait. Alors je veux bien que peut-être ils ne l'ont pas fait. Mais alors ça, ce sera à un juge d'en décréter, parce que en fait, il y a toujours la fameuse réputation, et je suis désolé de vous le dire, mais Mediapart a quand même bonne réputation pour ce qui est de ces articles qui sont souvent de leurs enquêtes, je veux dire. Plutôt que de leurs articles, parce que parfois ils donnent la parole à des gens plus controversés, etc. Mais en tout cas, pour leurs articles, leurs enquêtes, là, souvent... ils font leur travail de fond en comble et ils font bien attention. Je veux dire, pour moi, c'est parmi ceux qui font le plus attention à leurs sources, à leur manière de faire du journalisme. Et je pense qu'on doit respecter ça jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, nous lisions, en fait, voilà, comment Mediapart a enquêté. Je suis désolé, cette vidéo, elle dure super longtemps, mais je crois que le sujet mérite qu'on s'y attarde aussi longtemps, parce qu'il est non seulement hyper intéressant, mais aussi, il montre aussi parfois la complexité des affaires, et même pour les victimes.
qui sont là et qui doivent en fait constamment prouver aux gens que elles font pas juste du buzz pour faire du buzz. Bref. Parce que là, on accuse quand même, il y a quand même des gens qui accusent 15 femmes de vouloir faire du buzz ou de vouloir, parce que moi, je ne vois pas trop, quand on dit qu'il y a 15 femmes qui mentent, je ne vois pas trop ce qu'on pense d'autres qu'elles le font pour faire du buzz ou pour nuire à quelqu'un. Donc on a littéralement des gens qui sont en train de se dire qu'on a une espèce de croisade contre Dirty Biology. Et ça me tue. Vraiment, ça me tue. Je comprends pas... Quoi C'est pas du tout complotiste. Bref. Et si vous voulez reprendre l'exemple des Voxmakers, à la différence, les Voxmakers, ils se connaissaient hyper bien. Ils ont travaillé tous ensemble et vraiment, ils se voyaient tous les jours, etc. Ici, c'est loin d'être le cas pour toutes ces personnes. Léo Grasset, comment Mediapart a enquêté. Le célèbre YouTuber a dénoncé dans une vidéo diffusée le 19 novembre l'enquête que nous avons publiée le 23 juin à propos des violences sexistes, sexuelles et psychologiques qu'il aurait commises. Explication sur nos méthodes d'enquête qui ont permis la publication d'un nouveau volet. Je vous le dis d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je vous le lis, c'est que ici c'est dans le blog de Mediapart, donc l'article il est gratuit, vous y avez accès, et comme d'habitude, toutes les sources, tout ce dont je parle sont en description, si vous voulez vous faire un avis. Des insinuations et des citations tronquées, un portrait malhonnête, des contresens, un storytelling qui aurait profité de la street cred de Mediapart. Alors avoir pris ce passage-là de street cred, c'est pas très cool. Je vois ça un peu comme une pique quand même, c'est pas très sympa. Parce qu'il a dit quand même d'autres choses, il a dit d'autres manières, il a dit street cred un peu comme ça, mais bon bref, excusez-moi, mais... Mediapart, ils font toujours ça, ils ont fait rire. Bon, bref. Dans une vidéo diffusée le 19 novembre, le célèbre youtubeur Léo Grasset s'en est pris longuement à notre travail sur les violences sexistes et sexuelles, et plus particulièrement à la première enquête qu'il a mise en cause, publiée sur notre site le 23 juin dernier. Hasard du calendrier, du moins de notre côté, Mediapart était en train de travailler à de nouvelles révélations à propos de la star de la vulgarisation scientifique Dirty Biology. Un article que nous publions ce mardi 29 novembre, nous révélons de nouveaux témoignages dont une plainte pour viol déposée fin novembre auprès du procureur de la République de Paris par une jeune étudiante en journalisme de 22 ans, Léa. Selon nos informations, une enquête préliminaire a été ouverte mardi 29 novembre par le parquet de Paris. Questionné, Léo Grasset, qui est présumé innocent, n'a pas donné suite à notre demande d'entretien, lancée près d'une semaine avant. Ses avocats nous ont fait savoir qu'ils contestent fermement les accusations. Alors, l'entretien, lancé une semaine avant la publication de cet article du 29 novembre, ou... ça, je sais pas. Bref, ça, c'est... Charge complete. Désolé, c'est mon casque. Ça c'est un détail au final. Mais en tout cas, y avait des gens qui me posaient la question sur Twitter, mais tiens, c'est bizarre, Mediapart, pile quand il envoie sa réponse, ils sortent un nouveau volet avec de nouvelles preuves, etc. Et les gars, faut pas être complétiste, hein. En fait, vraiment, hein, dans ce genre d'affaires, c'est loin d'être étonnant. En fait, souvent, quand on sort un article sur quelqu'un, c'est comme Patrick, PPDA, quand on sort un article sur quelqu'un, c'est normal qu'il y a des victimes qui souvent discutent par après. Mais je veux dire, même parfois quand les gens sont innocents, hein, c'est pour ça, c'est parce que parfois il y a des gens qui du coup lisent des narratifs et inventent des choses. Hein. Mais donc souvent une affaire, c'est très rare qu'une affaire n'ait pas de suite et n'ait pas d'autres victimes quand elle commence. Et surtout quand le travail journalistique est bien fait en amont. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout avec les MeToo, etc. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement maintenant que quand il y a une personne qui parle, il y en a d'autres qui vont parler par après. Donc c'est vraiment pas étonnant et je pense qu'il faut bien avoir conscience que le journalisme, c'est pas des mecs qui juste tout à coup ont une nouvelle et la publient. Oui, ça c'est l'AFP quoi. C'est ce que fait l'AFP, c'est-à-dire que eux ils font en fait de la presse presque au jour le jour. Hein. Ils ont des journalistes un peu partout dans le monde et leur but c'est de donner un maximum de faits. Et le plus rapidement possible. Et donc en fait, ils font notamment pas d'analyse journalistique en général, ou alors des très courtes. En fait, c'est souvent des correspondants qui décrivent les faits.
Alors maintenant, je crois que la l'AFP et d'autres médias du même style, hein, en Belgique, on a Belga par exemple. Eh bien, voilà, ces entreprises, du coup, maintenant essayent de, je pense, parfois faire un petit peu de fact-checking ou des choses comme ça. Enfin, ils font d'autres émissions, mais de base, c'est vraiment juste, on dit les faits et puis les journalistes les reprennent et les analysent et les réécrivent un petit peu à leur manière. Vous voyez. Ici, donc, Mediapart, ce n'est pas, voilà, c'est un journal, d'accord? Ce n'est pas un truc de presse, je sais pas comment on appelle, j'ai perdu le mot. Ouais, chaque vidéo, je perds un mot. Ça va devenir un nouveau truc. Euh, Mais effectivement, des agences de presse, voilà. Donc, du coup, forcément, leur but, ce n'est pas juste oh, bah tiens, il y a une plainte pour viol, vite, on fait un article, comme ça, voilà. Mediapart, en plus, ils sont connus pour essayer de vouloir faire un journalisme alternatif, un journalisme indépendant et beaucoup plus professionnel que d'autres journaux. Donc vous imaginez bien que quand la personne... Moi, je trouve ça déjà rapide, quand la personne a porté plainte le 25 novembre, que le 29, ils aient déjà, en fait, voilà, réussi à avoir... ça veut dire qu'à mon avis, ça faisait un moment qu'ils bossaient dessus, quoi. Bref. Donc, je pense qu'il faut pas être parano non plus. C'est normal qu'en fait, quand il y a une affaire qui éclate et que la personne répond, ben, qu'en fait, il y ait d'autres éléments. Il faut savoir aussi que si tu as été, par exemple, victime de Léo Grasset et que tu entends Léo Grasset dire « Ah, mais non, il s'est rien passé !» Bah forcément, ça va t'énerver. Et tu vas peut-être avoir plus de courage pour en parler que si en fait, il répond pas, qu'il se passe pas vraiment de suite, et que t'es là, et que tu regardes, que t'attends, et que tu te dis oui, mais est-ce qu'il va se passer des choses, ou bien... Bon. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas devenir parano non plus et se dire, ben merde, tiens, c'est bizarre, à chaque fois il sort des articles. Non, c'est normal que les affaires se déroulent au fur et à mesure du temps. En juin dernier, il avait également choisi de ne pas nous répondre. Ah oui, donc voilà, donc ça répond à la question. Hein. Donc cette fois-ci encore, il n'a pas répondu, et en juin dernier, comme en juin dernier. Là encore, nous l'avions contacté très en amont et nous n'avions décidé de publier notre article que lorsque son refus a été présenté comme définitif par ses avocats et ses avocates. Depuis, hormis un communiqué de démenti général peu après la publication de notre première enquête, reproduit en intégralité ici, Léo Grasset était resté silencieux. Il a fallu attendre 5 mois pour qu'il poste une vidéo de 34 minutes intitulée « Ma réponse à Mediapart ». Il s'en prend à notre travail, mais sans jamais évoquer le fond des accusations, et il affirme réserver ses réponses à la justice, et conclut par des remords ou des regrets. Il vaut mieux avoir des remords que partir avec des regrets, comme disait Big Flo et Oli. Je suis désolé, hein, mais ça fait 47 minutes que je tourne là, on peut faire un petit peu de blague. Pardon. Il conclut par des remords ou des regrets, reconnaît qu'il a trompé, menti et déçu des gens qui lui étaient très chers. Je recherche l'apaisement et j'aimerais faire le deuil de ces quelques années chaotiques, affirme le youtubeur. Concernant Mediapart, Léo Grasset dénonce essentiellement des éléments de contexte et cite certains messages que nous avons reproduits et dont il conteste l'interprétation. À chaque étape de notre travail, nous aurions pourtant préféré que ces réponses figurent dans nos contenus. Ah, c'est intéressant. Un article ou une émission sont plus riches quand toutes les parties y contribuent. Une enquête est plus précise, plus détaillée, quand la personne mise en cause a livré sa version des faits. Ce respect du contradictoire est à la fois un impératif déontologique pour les journalistes et une obligation légale. C'est aussi l'occasion de confronter les points de vue, de rectifier certaines imprécisions ou de préciser certains éléments. Léo Grasset n'a pas souhaité le faire, c'est son droit, bien entendu. Mais il est aussi dans notre devoir de rappeler qu'il a été sa réponse, y compris plusieurs fois dans l'article, quand il est long, pour rappeler qu'il manque le point de vue du mis en cause. Un choix que Léo Grasset a dénoncé dans sa vidéo, estimant que cela instrumentalise sa volonté de ne pas répondre à nos questions, et que cela pourrait suggérer un aveu de culpabilité. L'intention est inverse. De manière générale, les enquêtes sur les violences sexistes, sexuelles ou psychologiques répondent aux mêmes impératifs déontologiques que toutes les autres investigations menées et publiées par Mediapart. Ce sont ceux fixés par la loi sur la liberté de la presse de 1881, enrichis par la jurisprudence, le but légitime poursuivi, l'intérêt public de nos révélations, la nécessité d'une enquête sérieuse, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'écriture et le respect du contradictoire. Voilà notre boussole. Et en fait, d'ailleurs, pour la parenthèse quand même, pour parler de cette partie-là, je trouve ça extrêmement intéressant, la manière de Mediapart. Encore une fois, soit c'est de l'excellente communication, soit c'est très sincère et il le regrette vraiment. Mais effectivement, je trouve ça vraiment très intéressant de la part de Mediapart de souligner qu'eux, ils auraient bien voulu que cette vidéo de 34 minutes ne soit pas une vidéo de 34 minutes, ou alors qu'en tout cas, ils donnent déjà des réponses dans l'article. Et donc c'est bien
on va dire, ils abondent un petit peu dans mon sens, finalement, où le fait de ne pas répondre du tout aux questions et aux interrogations, en fait, des journalistes, n'a fait, au final, à mon sens en tout cas, qu'empirer un petit peu les choses. Parce que forcément, en fait, c'est le fait... Encore une fois, moi je pense qu'il l'a pris comme ça parce que effectivement, bah, il a pas, enfin, il a pas voulu répondre aux questions. Et pour moi, encore une fois, enfin, moi quand j'ai lu l'article, je ne sais pas pour vous d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous l'avez ressenti. Mais moi personnellement, je trouvais ça intéressant de rappeler que justement, il voulait poser ces questions à Léo Grasset, mais qu'il n'a pas voulu répondre. Et que vraiment, du coup, il faut être prudent quand même avec ce qui se dit, parce qu'on a une version des faits, mais on n'a pas encore l'autre version. Et c'est son droit aussi hein, de vouloir se défendre juridiquement, c'est son droit aussi de ne pas vouloir le dire. Mais évidemment, vous imaginez bien, vous imaginez si Mediapart l'avait dit qu'une seule fois au début de l'enquête, vous trouveriez ça plus éthique que Mediapart le dise juste une seule fois au début de l'enquête et puis qu'il le rappelle plus jamais? Moi, personnellement, j'étais plutôt rassuré qu'ils rappellent que, bah, en fait, voilà, ils avancent ces faits, enfin, ces faits. Oui, c'est ça, ils avancent en quelque sorte, ces faits, ces témoignages, ces preuves aussi, hein, tout en sachant qu'ils n'ont pas pu avoir la version de Léo Grasset. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Cela nous oblige à des vérifications parfois très longues, des recoupements, de nombreux entretiens, ce qui explique qu'il faille parfois plusieurs mois avant de pouvoir publier une enquête. Ainsi, la première enquête concernant Léo Grasset nécessitait plus d'1 an de travail, pas à temps plein évidemment. La seconde a demandé près de 5 mois, même remarque. Concrètement, donc 5 mois quand même, hein. 5 mois qui bossent, donc logique. Hein. Donc en fait, ils n'ont pas arrêté depuis juin, ils ont continué. Concrètement, pour ce deuxième article, nous avons commencé à recevoir de nouveaux témoignages après le premier fin juin. Cela arrive régulièrement pour les enquêtes les plus médiatisées. Et sachez qu'elle a été très médiatisée puisqu'on en a parlé même jusqu'en Belgique. Je veux dire dans les journaux belges. À partir de là, nous avons mené les entretiens, croisé les sources, consulté des messages, etc. Nous avons aussi suivi le cheminement parfois douloureux des femmes qui se sont confiées. L'une d'elles a déposé plainte en cette fin novembre, alors que nous l'avions rencontrée pour la première fois au début de l'été. Voyez, s'il vous plaît, il faut, enfin voilà, je le dis quand même parce que je pense qu'on se rend pas compte du travail journalistique. Et je vais le dire plus généralement, c'est même moi quand aussi je fais, ceux qui l'ignorent, hein, moi je suis assistant réalisateur / réalisateur. Je produis mes propres contenus et en plus je fais aussi des publicités. Et en fait, pour une boîte. Et en fait, parfois, les gens ne se rendent vraiment pas compte du travail que ça demande de faire, par exemple, une vidéo. Et donc, il y a des gens, parfois, hasard du calendrier, et ça arrive parfois, hein, qu'il y ait des vidéos qui sortent à des moments où il se passe des choses, et que les gens, dans leur narratif, etc., y avaient pensé, mais dans le narratif de la publicité, par exemple, et que du coup, en fait, ça tombe au bon moment. Et puis voilà en fait, mais souvent c'est travaillé 1 mois ou 2 avant, ou parfois 6 mois, enfin voilà, donc c'est pas... c'est la même chose pour le travail journalistique, les enquêtes journalistiques, ça ne se fait pas juste du jour au lendemain, c'est pas juste, ah ben tiens, ça on a sur le côté, et on sortira un article quand lui nous attaquera, comme ça, non, c'est pas comme ça que ça marche, ça demande beaucoup de travail, et je pense que d'ailleurs, de manière générale, on sous-estime un petit peu le travail que demandent certaines choses, enfin, on sous-estime un petit peu le travail des autres, je vais le dire comme ça. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'ai l'impression que dans notre société, on a tendance à toujours abaisser le travail des autres et à être critique du travail des autres, sans se rendre compte parfois de ce que ça demande comme énergie. Et bon, parfois le hasard aussi, voilà, le hasard, c'est comme ça. Hein. Nous essayons aussi toujours de remettre les récits dans leur contexte. Ainsi, dans le premier article, un élément était crucial. Toutes les personnes citées, à de très rares exceptions près, travaillaient toutes sur YouTube, et plus précisément dans la vulgarisation scientifique. Toutes avaient des amitiés, des histoires, des intérêts croisés. Il fallait les démêler et l'expliquer. Ainsi, nous avions rappelé, contrairement à ce que Léo Grasset prétend, que Lisa, qui l'accuse de viol, ce qu'il conteste, avait été la cible de moqueries et de critiques très fortes, non seulement de sa part, mais de toute une bande, dont faisaient partie à l'époque plusieurs de nos sources. Le youtubeur nous reproche aussi des citations tronquées à 2 reprises. Il faut bien comprendre que nous avons eu accès à des centaines, voire des milliers de messages, à des mails, pour lesquels il fallait faire un tri drastique entre ce qui relevait de la vie privée et ce qui était d'intérêt public. Non seulement l'écrasante majorité de ces éléments écrits n'a pas été publiée, mais nous avons réduit leur citation à leur strict minimum. Parfois, leur interprétation peut prêter à confusion, sans que cela soit anticipé à la relecture. Mais aucun message n'a été volontairement tronqué pour en modifier le sens. Restent alors les faits. Au fil des enquêtes de Mediapart, 13 femmes qui ne se connaissent pas toutes entre elles ont affirmé avoir souffert de leur relation, parfois épisodique ou en pointillé, avec Léo Grasset.
Deux l'accusent de viol, dont l'une a écrit au procureur de la République de Paris pour porter plainte. Une autre a porté plainte pour harcèlement sexuel. 12 évoquent des problèmes de consentement dans certains rapports sexuels, une forme d'emprise, des violences psychologiques. Et donc voilà, et c'est ici que s'arrête l'article de Mediapart. Bon, ben voilà, moi je crois que l'article de Mediapart est très clair, et je pense que c'est réel. Ils ne prétendent pas forcément tout savoir, ils ne prétendent pas que forcément, en fait... Enfin, ils détaillent, en fait, simplement le travail de journaliste, et pourquoi eux s'estiment d'ailleurs différents. Je vais dire un peu comme ça, mais eux s'estiment faire un journalisme différent parfois que certains de leurs confrères, qui vont plutôt aller dans le sensationnalisme, ou qui vont plutôt s'arranger pour tordre les faits, pour que ça rentre dans leur narratif. Je trouve ça intéressant aussi qu'ils soulignent le fait que, bah oui, ils ont eu accès à des milliers de messages, et que donc c'est en ayant conscience de tous ces messages, en faisant un petit peu, en lisant tous ces messages, qu'ils se sont dit, effectivement, il y a un problème. Et c'est ce que je vous disais par rapport à la confiance en le journaliste, en fait. C'est qu'il y a un moment donné où soit vous avez confiance en un journal et vous le lisez et vous vous dites, ok, quand j'ai pas vu jusqu'à présent de problème, ou en tout cas je trouve qu'il donne assez d'éléments concrets pour me convaincre, ou en tout cas pour me donner sujet à réflexion. Et là, du coup, vous lisez ce journal. Mais quand vous estimez qu'un journal ne fait pas toujours bien son travail, que le journal n'est pas toujours fiable, qu'il a déjà eu des déboires avec parfois certains faits, justement, etc., oui, alors là, peut-être qu'on peut être plus critique. Cependant, n'oublions pas aussi que, quoi qu'il arrive, il faut bien sûr toujours être critique, mais je pense qu'il y a la critique qui veut que, par exemple, qu'on soit prudence, par exemple, que c'est pas parce que le Mediapart dit quelque chose que forcément c'est vrai, que évidemment il faut prendre les faits, les preuves, un maximum, les prendre une par une et essayer d'en faire une opinion de s'en faire une opinion par rapport à ça, ou suspendre son jugement, c'est possible aussi. Mais je pense qu'il est aussi important, et c'est ça que j'aimerais souligner avec cette vidéo, c'est qu'il est aussi important de respecter les victimes autant que, je vais dire, le potentiel coupable. Parce que dire que les paroles de justement 14 femmes sont équivalentes aux paroles d'un mec, c'est quand même problématique. Et je vais dire, ce serait la même chose dans l'autre sens, hein. S'il y avait 14 mecs qui soulignaient le comportement problématique d'une femme par rapport à eux, ce serait tout aussi problématique. Voilà, je le dis. Si on disait, bah non, c'est 14 mecs, si elle se trouve, ils mentent. Non, effectivement. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a un moment donné où on doit aussi... on peut pas donner le même crédit à 14 personnes qu'à une. Quelqu'un m'a dit par exemple, voilà, mais pour moi c'est tordre la manière de voir les choses. Quelqu'un m'a dit, mais voilà, si t'as 51% des Américains qui croient que la Terre est plate, du coup ça veut dire que tu crois que la Terre est plate. Non, en fait, parce que justement cet exemple est tronqué. C'est pas la même chose. Parce que c'est vrai que tu peux avoir 51% des Américains qui disent que la Terre est plate, ça veut pas dire que la Terre est plate. Mais regarde, justement, t'as une majorité... Parce que, alors du coup, ça veut dire que ici, t'as une majorité des scientifiques qui disent que la Terre est ronde. D'accord. Mais donc, ça veut dire que si on doit suivre cette logique, on ne peut pas croire la majorité parce que du coup, on doit suspendre notre jugement parce que la majorité ne suffit pas, malgré les preuves qu'ils avancent, malgré les témoignages aussi, parce qu'on a des témoignages, on a des photos, mais on a surtout des témoignages aussi d'astronautes qui sont allés dans l'espace et qui disent « moi, j'ai vu la Terre ronde, quoi ». On a, voilà, même parce que les preuves, ça devient du complotisme en fait. On peut tomber dans les preuves aussi où ah bah oui, non, on a truqué les images, etc. Donc pour moi, en fait, il y a un moment donné où il faut quand même admettre, je pense, qu'à un certain moment, on a cette preuve pour peut-être penser quelque chose. Et moi, je pense que effectivement, aujourd'hui, à ce moment-ci, on a cette preuve quand même pour penser que Léo Grasset semble avoir quand même un problème de comportement envers les femmes. D'accord ? Au minimum, à minima. On verra ce que l'enquête dit et si finalement il est jugé coupable de choses bien plus graves. Mais en tout cas, c'est certain que je pense qu'il a un rapport avec les femmes qui est apparemment extrêmement complexe et peut-être et au moins moralement, on va dire, condamnable.
Je pense qu'on peut le dire. Et je pense qu'en fait, on peut pas nous donner tort de le dire. Parce que là où je pense que, comment dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui on le dit, si demain on nous prouve que c'est faux, il faudra aussi avoir le courage de dire, eh bien, effectivement, les faits qui nous avaient été présentés n'étaient pas corrects, et on a eu tort, et de se rebiffer. Et moi, j'ai pas peur de le faire. Je vous le dis vraiment. Quand j'ai vu, en fait, son droit de réponse, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, on va voir ce qu'il présente, et si ce qu'il présente est totalement convaincant, eh bien c'est bon, moi je me rebiffe, je fais une vidéo, je dis, bah Léo Grasset n'est pas coupable. Voilà. Et je me posais même déjà la question pour vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je laisse les précédentes vidéos? Est-ce que je les enlève? Ou est-ce que je les mets en non répertorié et que je les mets quand même justement dans la vidéo rectification, etc. Je commençais déjà à avoir cette réflexion parce que je me disais, bah tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on s'est trompé. Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, enfin moi en tout cas, j'estime qu'il y a trop d'éléments encore aujourd'hui que pour estimer que Léo Grasset est blanc comme neige. Je trouve qu'au contraire même, les éléments tendent à montrer qu'il n'est pas blanc comme neige. Et d'ailleurs, on parlait des Voxmakers. Les Voxmakers, je pense qu'au début, les éléments tels qu'ils nous étaient présentés, et à la manière dont ils étaient présentés, et je pense que même Thomas Sirix sera d'accord avec ce que je vais dire là maintenant. Peut-être qu'il passera sur cette vidéo, j'en sais rien. Mais les éléments qui nous avaient été présentés au début étaient effectivement des éléments qui étaient pertinents et qui laissaient penser qu'effectivement, il était, il était comme il avait été présenté. Je ne vais pas revenir en détail dessus, parce que je ne connais pas non plus l'affaire en long et en large, j'en ai d'ailleurs pas fait de vidéo exprès. Mais si j'ai bien compris, maintenant, c'est devenu au moins bien plus complexe, et si je dis pas de bêtises même, il a été avéré que finalement, il n'était pas comme il avait été présenté. Mais bon, j'ai peur de dire des bêtises, et je connais pas bien l'affaire, donc... Donc je vais trop éviter d'en parler. Mais oui, je veux dire, je pense qu'il faut pas avoir peur. On est dans une société qui a parfois peur de dire des choses et puis de dire bah oui, on a eu tort. Eh bien non. Parfois les faits nous disent quelque chose. Les faits aujourd'hui nous disent que la Terre est ronde, et on dira que la Terre est ronde jusqu'au jour où quelqu'un saura nous prouver que la Terre est plate. Je vais être franc, je ne crois pas que ça arrivera, mais... et ce jour-là, si quelqu'un arrive avec une preuve irréfutable que la Terre est plate, eh bien alors à ce moment-là, je pense que les scientifiques seront les premiers à dire effectivement, on s'est trompé jusqu'à présent, on disait que la Terre était ronde, mais en fait elle est plate. Et basta quoi. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion sur cette affaire en commentaire. 1 heure de vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à la partager si vous l'avez trouvée intéressante, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous, et puis la bise.